Tout d'abord, si vous me permettez de dire quelques mots sur l'organisme que je représente aujourd'hui. C'est le CEREFREA, c'est un centre qui est un levier destiné à appuyer les formations francophones et qui a pour vocation de renforcer la visibilité scientifique francophone des formations de haut niveau en sciences humaines et sociales. Donc, je suis associée à ce centre. Mais il ne faut pas oublier que le centre est soutenu par l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, grâce à laquelle moi aussi j'ai pu faire mes études en France. Après, j'ai continué aussi en Suisse et ailleurs. Mon objectif aujourd'hui est d'analyser les expériences personnelles des jeunes filles qui ont dû passer par la déportation en Transnistrie. Et comment je vais faire ça? Ce sera à travers leurs récits de vie, afin de mettre en évidence à quel point la familiarité avec la stigmatisation, la déshumanisation et la mort réorganise leur relation avec le monde environnement, le monde et leur identité personnelle. Je vais évoquer des choses qui ont été déjà dites, c'est-à-dire je vais tout d'abord parler de la politique antisémite et du discours antisémite au génocide délibéré en contexte européen. Pour dire que en fait, l'hostilité envers les Juifs, c'était une pratique de longue date qui existait au Moyen Âge, non seulement en Allemagne, mais pratiquement dans toute l'Europe. C'est vrai que le discours anti-juif émerge et se développe mondialement entre 1880 et 1930 sur le fond de montée du nationalisme. On associe en fait des représentations sur les Juifs à la conception scientifique de race. Juste quelques citations, par exemple, dans l'interprétation d'Arthur de Gobineau, les Juifs sont responsables d'un déclin culturel et d'une décadence générale. En ce qui concerne Paul de Lagarde, les Juifs sont porteurs de décadence qu'il faut éloigner du corps politique des nations européennes. Il faut aussi dire que donc, ce sont des conceptions sur les Juifs qui perdurent aussi dans la mémoire collective. Mais la construction d'une idéologie est attribuée à Alfred Rosenberg, qui est le philosophe du national-socialisme. Par exemple, il croit que le sang sémitique est responsable de la dégénérescence du sang arien. Oui. Donc, pour Hitler et d'autres dirigeants nazis, les Juifs étaient considérés comme une anti-race ou encore comme une race venimeuse. D'ici jusqu'à l'anéantissement de toute une communauté, il y a très peu. Donc, maintenant, les preuves historiques, selon les preuves historiques, on connaît que 6 millions de Juifs européens ont péri donc, à la suite de la campagne raciste visant donc à l'anéantissement des races inappropriées. Et plus d'un 1,5 million d'enfants de moins de 15 ans ont été tués. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de l'antisémitisme roumain et de l'Holocauste? Oui. Donc, l'émergence en fait, de la question juive et les débuts de l'antisémitisme politique et doctrinal se superposent à la formation de l'État unitaire roumain à partir du milieu du 19e siècle. Qui sont les responsables avec la promotion, le développement d'une idéologie nationaliste? Ce sont les élites intellectuelles et politiques, mais il faut aussi savoir que le génocide ne pouvait pas avoir lieu sans avoir un soutien populaire.
D'ailleurs, l'antisémitisme est une pratique sociétale gravée dans la mémoire collective. En Roumanie, on parle en fait d'une montée de l'antisémitisme avec la fondation des premières organisations politiques antisémites et du Parti national démocrate. Après, dans les années 40, l'instauration de la dictature légionnaire sous le gouvernement Antonescu. Et c'est sous son autorité qu'il y a eu des pogroms, par exemple, dans les années 41 à Bucarest, dans la capitale, et la même année, mais en juin, à Iași. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore comme événement historique? Oui, dans la même année, on a l'envahissement de l'Union soviétique par l'armée du maréchal Antonescu, soutenue par l'Allemagne. Et c'est en été 1941 que la Basse-Arabie et le nord de la Bucovine sont réannexés. Et on a créé en fait la région qui est appelée la Transnistrie. Ok, je vous prie de passer l'autre slide. En fait, Transnistrie, c'est un territoire qui est situé entre les fleuves Dniester et Boug. On le voit donc sur votre droite. Elle est en rouge ou je ne sais pas de quelle couleur. C'est en septembre 1941, donc après la formation de cette région, que les Juifs du nord de la Roumanie et de Basse-Arabie qui ont été déportés vers les camps et les ghettos de cette région où ils sont morts de faim, de maladie, d'épuisement. Oui, j'ai besoin d'un autre slide, s'il vous plaît. En fait, ici, on peut voir les ghettos et les camps partout dans la Roumanie. Il y a tout un bout qui manque. En fait, la Roumanie, elle est comme ça, un peu ronde. Mais cette partie-là qui manque, on voit, c'est noté en gris. En fait, c'est la Roumanie qui était sous l'autorité hongroise. Et l'autre partie-là, qu'on voit, qui est en rouge, disons, a été sous l'autorité du maréchal Antonescu. Celui-ci a été renversé. En fait, le gouvernement qu'il a formé a été renversé le 23 août 1944. Et c'est à ce moment-là qu'un groupe antifasciste a pris sa place, le Bloc démocratique national, soutenu par le roi Michel. Et la Roumanie a dû signer en fait, un accord avec l'Union soviétique et on a renversé les armes contre l'Allemagne. Donc l'alliance avec l'Allemagne a été rompue. Maintenant, on va passer à un autre slide pour voir, oui, très bien, pour voir le carnage humain tel qu'il a été relevé par les preuves historiques. En fait, on a eu comme en Roumanie, on n'a rien dit du génocide pendant une très longue période. Donc, on n'en parlait pas. Mais c'est en 2004, en fait, qu'on a eu la commission d'analyse de l'Holocauste, la commission Elie Wiesel. Et les chercheurs ont conclu que entre 280 et 380 juifs roumains et ukrainiens ont été tués dans les territoires sous l'administration roumaine et environ 135 juifs roumains du nord de la Transylvanie, c'est-à-dire de cette partie-là que j'ai dit qui manquait sur la carte. Parce que les juifs de cette partie-là ont été déportés à Auschwitz, alors que les autres qui étaient dans l'autre partie de la Roumanie ont été déportés en Transnistrie. Ok. En ce qui concerne les Roms, 25 000 ont été déportés en Transnistrie et presque moitié sont morts de faim, de froid et de maladie. Mais la différence entre la
politique c'est-à-dire si on compare la politique anti-juive et les politiques anti-roms, on voit bien que dans le premier cas, donc, on parle de quelque chose qui s'est développé dès le 19e siècle, alors que pour les Roms, les politiques contre eux n'étaient pas enracinées dans le passé romain. En fait, c'est le résultat des nouvelles réalités politiques qui résulte de l'entrée du maréchal Antonescu dans l'arène politique. En fait, c'est le maréchal Antonescu qui a initié leur concentration dans une zone isolée, leur déportation ou leur stérilisation. Ok. Maintenant, on va voir quelque chose sur les études de l'Holocauste, comment on a étudié l'Holocauste en fait dans le monde, comment les chercheurs ont approché cette problématique. Il faut dire que les 20 premières années après la fin de la guerre, il y a eu une période de silence qui a été caractérisée par la marginalisation, répression et l'oubli des horreurs de la guerre. Ça, on appelle ça la phase manquante. C'est dans les années 60, avec le procès Eichmann, qu'on parle de l'ère du témoin, c'est-à-dire c'est grâce aux témoins qu'on a interrompu le silence. Le témoin est devenu une incarnation de la mémoire, attestant du passé et de la présence continue du passé. Et après, dans les années 80, on parle de la phase formative, une fois avec la prééminence de la mémoire privatisée, c'est-à-dire ce sont toujours les survivants qui parlent, mais ce sont aussi les fondations qui enregistrent les témoignages, soit audio, soit vidéo. Et cela permet l'essor d'une véritable historiographie genrée de l'Holocauste. Le domaine de l'Holocauste est un domaine de recherche dynamique et diversifié. Disons qu'au début, les chercheurs ont voulu savoir comment les préjugés en fait, se sont développés en intolérance, discrimination, violence et enfin génocide. Donc, on a voulu identifier aussi les chronologies ou les mécanismes d'extermination. Et c'est plus tard, dans les années 80, en fait, qu'on a approché la question des femmes. Et on a les chercheurs, oui, très bien, les chercheurs ont compris en fait que les femmes ont subi différents types d'indignité et de violation pendant la guerre, et qu'elles ont été vulnérables de manière unique en raison de leur sexe, de leur genre. C'est Joan Ringelheim, j'espère bien prononcer, qui a proposé en fait d'appliquer des cadres féministes à la recherche sur l'Holocauste, et elle est considérée la mère fondatrice du domaine. Et en fait, dans les années 1983, on a une première conférence sur l'étude. Donc, qu'est-ce que la recherche a montré de ce point de vue? Donc, les recherches ont montré que les femmes ont été assassinées en tant que juives, mais aussi en tant que femmes. Et en tant que femmes, elles ont vécu ou péri différemment des hommes. Donc, les chercheurs ont considéré que les violences infligées aux femmes peuvent être analysées en termes de genre, puisqu'elles sont différentes de celles que subissent les hommes, même si tous sont victimes de cruauté. Cela, en fait, me permet de positionner mon propre questionnement de recherche, c'est-à-dire pourquoi avoir choisi d'analyser les récits, les histoires des vies de femmes, et comment on voit en fait ma propre recherche dans ce champ
très diversifiée. En fait, on sait qu'il y a très peu de recherches sur, par exemple, l'expérience quotidienne des enfants ou des jeunes sur les sites d'horreur et comment ils envisageaient leur vie à la suite de la guerre ou encore comment ils ont répondu à la violence physique ou morale. Donc, d'ici, mon objectif de recherche, d'approfondir notre compréhension de l'enfance et de l'adolescence des jeunes filles juives en Transnistrie pendant l'Holocauste, d'offrir une vision de leur vie brisée lorsqu'elles ont été arrachées à leur famille, de l'impact de leurs expériences pendant l'Holocauste sur leur construction identitaire et de relever les circonstances qui leur permettent de se lancer dans la transmission de leurs expériences de guerre. Quelles sont les questions de la recherche? Comment la stigmatisation et donc je vais citer deux. En fait, la stigmatisation et la déshumanisation réorganisent leurs identités, relations et perceptions du monde qui les entoure. Et qu'est-ce que cela signifie pour les jeunes filles d'être entourées par la mort? Bon, en tant que théorie, je vais utiliser la théorie de l'attachement. C'est-à-dire, je m'intéresse aux effets de la séparation et la perte de figure d'attachement. Je vais parler, par exemple, des émotions en jeu dans les contextes de séparation et de perte de figure d'attachement. En tant qu'hypothèse de recherche, bon, ici, j'ai encore du travail à faire, mais bon, malgré la perte et l'absence perpétuelle de soutien et de communication parentale, de même le fait de grandir avec la présence silencieuse de leur traumatisme, les enfants et les adolescents d'origine juive peuvent exprimer de l'optimisme, de résilience et de motivation à vivre. C'est une des hypothèses. Maintenant, en ce qui concerne les choix des récits de vie, en fait, j'en ai choisi trois, mais j'y rajoute un autre. C'est-à-dire, ce sont des femmes, ce sont des jeunes filles de 9, 10 et 11 ans, donc Lia Kaufmann, Ruth Glasberg-Gold et Felicia Steigmann, Carmeli, qui sont des juifs d'origine roumaine qui ont été déportés dans les camps d'extermination et les ghettos de Transnistrie à l'âge de l'enfance ou de l'adolescence. Ce qui relie les trois cas, c'est que ces jeunes filles ont devenu des femmes et donc elles ont parlé de leur traumatisme seulement 50 ans après la guerre. Et donc, elles sont devenues des éducatrices. Bon, juste pour voir, par exemple, ce que nous raconte Edith Ketzerman sur ses expériences. Je vais juste citer, par exemple, pourquoi j'ai choisi, en fait, pourquoi c'est le point de départ de la recherche. Cette jeune fille et Ruth ont été déportées et elles ont écrit de leur traumatisme avant la fin de la guerre, en fait. Donc, leurs témoignages ont été recueillis et publiés dans le journal de cette époque-là, dans les années 45. Donc, c'est pour ça que j'ai retenu le cas, mais seulement les trois autres sont devenues des éducatrices. Donc, elles parlent, par exemple, du comportement des Juifs lorsque leur vie a été secouée par la terreur et la destruction provoquée par les bourreaux roumains. Elle a parlé aussi des vols, c'est-à-dire les gens ont été dépossédés de leurs biens, des viols et des exécutions des Juifs. Elle a parlé de la façon de survivre, par exemple, les gens, ce qu'ils mangeaient, d'accord, des racines, ils buvaient de l'eau, de la boue, il était parfois chassé des puits, il n'avait pas le droit de boire de l'eau des puits. Ok, maintenant je passe à mon analyse. Donc, Ruth Glasberg-Gold, donc on voit
qu'elle a été participante au procès Kestenberg pour la persécution des enfants, a donné plusieurs entretiens, elle a publié un livre, donc c'est son témoignage. Elle a fait des témoignages vidéo pour le Centre de documentation et d'éducation de Floride. Et elle a milité, ce qui est le plus important, est qu'elle a milité sur la reconnaissance des atrocités en Transnistrie et pour ajouter le nom de Transnistrie au panneau listant les camps de concentration sur le mur de salle de rémémoration dans le musée mémorial de l'Holocauste à Washington. Quand elle parle de son expérience ou de Transnistrie, elle dit qu'il s'agit du cimetière oublié ou le Auschwitz roumain ou l'Holocauste oublié. Et en fait, elle a déclaré témoigner pour ceux qui osent nier l'horreur de l'Holocauste. OK. Quand elle a raconté ses expériences de guerre, elle a mentionné qu'elle a anticipé sa mort, mais c'est sa mère qui lui a dit qu'elle doit survivre. Elle lui a dit tout le monde dans cette pièce va mourir, toi seul tu vas survivre, tu dois en témoigner. Ce sont ces mots en fait, qu'elle a gardés dans sa mémoire et qui l'ont fait à témoigner plus tard. Elle parle de la mort de sa mère, mais ce n'est pas quelque chose d'unique parce qu'il arrivait que les gens aient des sorts tragiques comme ça. Par exemple, donc, en parlant de la mort de sa mère, elle dit « J'ai vu de mes propres yeux comment pendant 2 semaines les chiens ont déchiré la chair de ma mère bien-aimée avant que les fossoyeurs n'amène finalement son corps au cimetière. » Donc, elle y ajoute, la même chose a dû arriver à toutes les victimes non enterrées. Et elle se demande si une personne normale peut comprendre ce que cela signifie aujourd'hui. En fait, son amertume est d'autant plus forte que ses proches n'ont pas une tombe à leur rendre hommage. D'autant plus que, par exemple, après la guerre, ils ont fait élever un monument à Berchad, là où elle a été déportée, et ce monument a disparu. OK. En ce qui concerne Lia Kaufman, elle aussi, elle est devenue éducatrice. C'est dans les années 1995 qu'elle a commencé à témoigner pour combattre encore ceux qui niaient l'Holocauste. Parmi les horreurs qu'elle a vécues, donc elle se rappelle sa mère morte, allongée, déshabillée dans leur chambre en Transnistrie. Elle se rappelle par exemple une jeune fille violée aux yeux de sa famille et jetée à la poubelle comme des ordures. Elle se rappelle aussi des étudiants nus dehors, obligés de creuser leur propre tombe. Donc, être déshabillé et être obligé de faire sa propre tombe, ça arrivait aux hommes, aux femmes et aux hommes à la fois. Donc, qu'est-ce que je peux encore dire? Qu'est-ce qu'elle a poussé à témoigner? C'est le fait qu'il y avait des gens qui niaient. Mais quand elle a témoigné, elle a dit « Je ne savais pas grand-chose sur l'Holocauste, je connaissais mon Holocauste, mais il n'y a pas de mots pour dire quelles choses terribles les êtres humains sont incapables de faire. » Et elle y rajoute ceux qui sont morts ou ont été tués étaient plus chanceux. Croyez-moi, c'était la chose la plus facile à mourir. Vivre, c'était plus difficile. Pour elle, a été très, très, très extrêmement difficile de témoigner. Oui, il me reste l'histoire de vie de Felicia Carmeli. Je vais juste dire, donc, elle a été déportée à l'âge de 10 ans.
Elle était fille unique. Elle a eu la chance d'avoir sa famille à ses côtés après la guerre. Mais elle a témoigné que, ayant vécu 3 ans entourée de dévastation et de mort, elle n'était plus enfant. Donc, son enfance a été volée par des gens qui se sont arrogés des droits sur leur vie. Et maintenant, je vais passer à quelques conclusions. En fait, les survivantes, il est clair que les survivantes ont subi des violences psychologiques et physiques. Mais quand elles racontent, elles ne mettent pas l'accent sur leur propre traumatisme, mais donc c'est pas la souffrance personnelle qui est présentée en première, mais la souffrance des autres, c'est-à-dire la famille immédiate, la communauté, d'autres gens avec lesquels les victimes ont formé par exemple de familles de substitution ou de liens d'amitié pour survivre au sein de la brutalité. Ok, donc comme la survie physique est au premier plan, donc dans leur récit, la brutalité passe au second plan, donc elle parle plutôt de la façon de trouver la nourriture, donc la privation de nourriture et d'installations sanitaires s'associe à la honte de devoir y avoir accès et la volonté de s'en sortir. La recherche a montré aussi que la détresse abyssale causée par la déportation et les actes violents et antisémites auxquels elle assiste et qu'elle subisse elle-même, la perte et la mort des êtres chers, ont causé des blessures psychologiques et des trous dans leur identité personnelle. Donc, ça a eu un impact dévastateur sur leur identité. Qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, les survivantes ont eu du mal en fait à relier le passé et le présent, c'est-à-dire la nouvelle réalité à la suite de la guerre. Et c'est pour ça qu'elles ont eu du mal à témoigner et ont préféré de s'entourer du silence comme un mur protecteur contre la douleur et la réticence du monde à affronter l'Holocauste et les horreurs qui se sont déroulées dans les camps de mort. Elles avouent aussi, elles témoignent que leur mot manque pour dire l'horreur, c'est-à-dire c'est une expérience traumatisante et qui reste en partie indicible d'ici l'inadéquation du langage. L'évocation des cruautés suscite des émotions intenses et en fin de compte, on comprend que les survivantes ont témoigné parce qu'elles considéraient que c'est leur obligation morale de témoigner et de faire circuler la mémoire du génocide au sein de la société en général, tant pour les victimes que pour les survivants. Et je veux finir par citer Simon de Lagrange, qui disait que la mémoire ne vaut pas que pour le souvenir, elle vaut aussi pour le devenir. Donc, je pense que c'est ça le message qu'on doit passer aujourd'hui aussi. Merci.